Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Emma Pinon, je suis responsable marketing et communication chez Isogeo. Donc j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième épisode de nos webinaires saison 8. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation. On compte parmi les inscrits pas moins de 40 organisations, donc on est très heureux. Il y a des conseils départementaux, des villes, des métropoles, des gestionnaires de réseau, des entreprises privées et même des particuliers. Donc nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui et vous souhaitons un très bon webinaire. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez sans doute, le thème de cette saison 8 de webinaire est le retour d'expérience de nos différents utilisateurs. Donc le premier de nos épisodes était centré sur le retour d'expérience des métropoles. Donc il s'est déroulé le 11 mars et il sera bientôt présent sur notre chaîne YouTube, que je vous invite donc à aller consulter quand vous aurez le temps. Les épisodes 3 et 4 se dérouleront le 6 mai et le 10 juin. Donc cette fois-ci, ils seront centrés sur le retour d'expérience des départements et le retour d'expérience des régions. Et bien sûr, l'épisode 2 d'aujourd'hui est un peu particulier, car il est centré sur le développement d'une solution de cartographie globale des données. Donc, c'est une solution que nous proposons en partenariat avec la société Dawiz, que Monsieur Stéphane Lyonnais, qui est présent avec nous aujourd'hui, bonjour Stéphane, représente donc aujourd'hui, pardon, et sera présent en fin de séance pour répondre à vos questions. Et bien sûr, ce sont nos intervenants du département des Pyrénées-Atlantiques qui vous présenteront leur expérience. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Romain Seigne, qui est chargé d'études et de valorisation de la donnée, et Yann Cornen, responsable mission valorisation de la donnée. Donc, bonjour à vous deux et merci encore une fois pour votre présence. Nous clôturerons la séance par une session de questions-réponses. Donc, comme Léo a pu le mentionner en début de séance, n'hésitez pas à nous adresser vos questions via le chat ou via le petit onglet questions-réponses. Nous allons tout centraliser de notre côté et le relayer donc de vive voix à nos intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. Donc, avant de vous passer la main, Romain et Yann, j'en profite pour faire un petit point d'actualité. Certains d'entre vous ont dû voir passer la nouvelle, mais Mathieu Baker et Hervé Abou, donc, qui sont donc présidents fondateurs de la société Isogeo et consultants indépendants chacun de leur côté, sont actuellement en pleine actualisation du livre blanc Découvrir et comprendre la gouvernance de l'information géographique. Donc, ils recherchent des utilisateurs de la donnée géographique qui seraient prêts à livrer leur expérience. N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous puisque pour témoigner ou pour partager vos propres expériences sur le sujet. Merci d'avance aux volontaires. Et pour rappel, pour les intéressés, l'actuelle version du livre blanc qui date donc de 2016 est disponible en téléchargement sur notre site web isogeo.com. Vous pourrez retrouver le lien de téléchargement tout en bas de la page d'accueil. Donc voilà de mon côté, je vous laisse donc la main à vous, Romain et Yann. Donc, Léo va vous passer le statut d'organisateur. C'est ça. Yann, Bon, bonjour à tous. Donc, parfait. effectivement, bienvenue à cette conférence virtuelle qui est organisée par Isogeo. Donc, Isogeo, effectivement, dans sa série de webinaires consacrés à la gouvernance de l'information géographique, nous a effectivement sollicité pour faire un retour sur notre démarche de cartographie du patrimoine informationnel de la collectivité. Donc, je me présente, je suis Yann Cornen. Je suis responsable de la mission valorisation de la donnée au sein du département des Pyrénées-Atlantiques et je suis aussi, à mes heures perdues, délégué de protection de la donnée. Et je serai accompagné pour cette présentation de Romain. Donc, si tu peux te présenter, Romain. Ouais. Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Moi, c'est Romain Seigne, donc je suis l'administrateur du catalogue de données, donc on va vous présenter juste après. Je suis aussi accessoirement un petit peu le gérant de la base de données et des applications métiers au département qu'on va sonder donc dans ce catalogue de données. Voilà. Donc, on va partir dans le vif du sujet. Déjà rapidement en deux mots sur notre activité, qu'est-ce qu'on fait au sein même du département. Et on évoquera ensuite le pourquoi du projet, les enjeux et les objectifs, et le choix de la solution. Et Romain présentera les outils et les perspectives et on abordera ensemble notre court retour d'expérience à ce sujet. On va passer à la slide numéro 3 là, qui concerne le département 64. Donc là, vous voyez un organigramme. Comme vous le savez, la loi NOTRe a obligé les collectivités à repenser leur organisation.
Et nos élus ont élaboré un nouveau modèle départemental en 2016, qui a conduit en fait à la création d'une direction qui s'appelle la direction de pilotage et de la performance des politiques publiques, qui fédère entre autres le système d'information décisionnelle, les contrôleurs de gestion qui sont pas présentés là, l'évaluation des politiques publiques et notre mission valorisation de la donnée. Tu peux passer ensuite à la quatrième slide. Dans cette équipe, on est donc 6 pour le moment, puisqu'il y aura une 7e personne qui arrivera bientôt et qui me remplacera sur le volet RGPD. Et donc, il y a 3 techniciens qui sont essentiellement des géomaticiens, qui étaient disséminés dans différentes directions et qui ont... Vous m'entendez? Oui, ça y est. Bon, excusez-moi, là, je ne sais pas pourquoi, là, il y a des petits bugs. Là. Ouais, bon. Je ne sais pas où j'en étais, mais toujours est-il que la mission valorisation de la donnée est là pour accompagner en fait les directions métiers dans la gouvernance transversale. Alors, je parle de transversale, c'est peut-être un mot tabou, mais moi j'entends parler de ça depuis pratiquement une dizaine d'années, mais on n'y est toujours pas dans cette transversalité. Mais on va essayer de rentrer dans cette gouvernance transversale des données et dans la mise en œuvre du RGPD qui est bien présente. Et on s'appuie sur différents outils. Donc, les outils de mise à jour de données géographiques, sur lesquels nous, effectivement, on est quand même assez assis dessus, puisqu'on est essentiellement des géomaticiens. Les outils de gestion et de catalogage de données, qui est le sujet d'aujourd'hui. Un futur entrepôt décisionnel, avec qui on travaille avec le système d'information décisionnelle pour essayer de mettre en place un magasin de données qui permettrait de croiser tout type de données et puis sortir des indicateurs qu'on n'a pas l'habitude de suivre, et des outils de partage de la donnée. Donc, vous avez effectivement le volet valorisation. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on donc à un catalogue de données? Si on regarde le contexte, donc tu peux passer au deuxième, voilà. On a une faible connaissance de notre patrimoine informationnel. C'est-à-dire, on génère beaucoup de données, mais derrière, en fait, on s'aperçoit que les directions métiers ne connaissent pas vraiment leurs données qui existent en interne. Les directions métiers, d'ailleurs, ont un besoin récurrent de connaître des informations basiques sur les territoires et souvent, elles se retrouvent un peu seules à chercher sur Internet. Il y a beaucoup d'outils métiers utilisés également. On a à peu près plus de 150-200 applications dans la maison. Et le problème aussi, c'est qu'on a des dictionnaires de données qui sont quasi absents. Finalement, on a des difficultés pour faire des requêtes, donc on a des difficultés aussi pour récupérer ces dictionnaires de données auprès des éditeurs en général. Donc, c'est un réel problème, donc on va l'évoquer après, mais le dictionnaire de données sera intéressant par la suite à rajouter dans un catalogue. Et il y a l'arrivée des différentes réglementations impactant les données, et dont le RGPD, comme je l'évoquais tout à l'heure. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, les enjeux derrière, en fait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, c'est essayer pour notre département, c'est essayer de moderniser notre approche sur les données, d'acculturer chaque direction sur l'usage et comment structurer les données et comment les exploiter, bien répondre aux obligations réglementaires. Et bien évidemment, quand je parlais de transversalité, c'est effectivement, malgré tout, quand on parle de transversalité, c'est décloisonner, c'est supprimer les silos qui existent dans chaque direction, voire dans chaque service. Donc, les objectifs, c'est de connaître son patrimoine informationnel, c'est faciliter les échanges entre les services, c'est bien évidemment suivre la réglementation, en particulier suivre le registre de traitement RGPD, c'est démocratiser les usages, supprimer les silos, comme je le disais tout à l'heure, et faciliter la recherche et l'amélioration de la qualité des données, qui est vraiment une ligne de conduite qui est importante. Ensuite, donc on a lancé un marché courant 2018. La première consultation, il y a eu une première version en fait, parce que comme nous ne sommes pas, comme vous l'avez vu dans l'organigramme, on n'est pas rattaché à la DSI. Cependant, on est tributaire du budget de la direction de l'informatique. Donc, on a été contraints, nous, de notre côté, à
à respecter un peu je dirais, les contraintes de notre DSI, qui considérait qu'il n'existait pas en fait d'outils de catalogage de données de façon automatique sur des données qui ne sont pas géographiques. Donc, il y a eu un premier cahier des charges et c'est ISOGEO qui avait fait une proposition en proposant donc leur outil qui ne concernait que des données géographiques. Donc, on avait eu quand même dans ce premier marché à peu près une dizaine de sociétés qui s'étaient intéressées au sujet et qui n'avaient pas forcément répondu à la première consultation parce que c'était très orienté géographique. Donc, on les a audités, on a réfléchi. Et puis moi, personnellement, ben, j'ai eu des discussions assez importantes avec la DSI pour dire, ben voilà, moi, ce que je veux dans notre catalogue, c'est un catalogue qui doit être un catalogue de données et tout type de données, qu'elles soient géographiques ou non géographiques. Alors en plus, je voulais qu'ils soient en ligne, qu'ils soient destinés à être interrogés et consultés dans un premier temps par l'ensemble des membres de la collectivité, hein, c'est-à-dire les élus, les services, les agents. Et ce catalogue doit offrir en un point unique le descriptif de tout le patrimoine informationnel. Donc qu'il s'agisse de données d'applicatifs, de logiciels de gestion, de données géographiques, de données bureautiques et des indicateurs. Et en plus, ce que je voulais, c'est que ce catalogue propose aussi des mécanismes qui permettent son actualisation automatique en fonction des modifications apportées au patrimoine de données. Donc, ça courait par les rues, hein. Donc, on a relancé donc, un marché en précisant ces éléments-là. Et donc là, on a eu 3 sociétés qui ont été retenues, Progilon, Isogeo et Geonov, qui pouvaient répondre en fait à cette demande d'avoir un catalogue qui puisse effectivement sonder les applications métiers qui pouvaient être de l'ordre géographique ou non géographique. Donc, à l'issue de ce marché, il y a eu un consortium qui a été retenu, c'est celui de Isogeo et la société d'Avise, et qui se sont effectivement entendus pour nous produire un outil avec 2 outils, bien évidemment, de back-office. L'un qui est spécialisé et orienté géographique et l'autre plus sur les données métiers et les données bureautiques. Et donc, d'Avise sur la partie métier et bureautique et Isogeo sur la partie géographique. Et les 2 API doivent converger vers un portail qui s'appelle Data Catalog et qui nous permettent d'avoir, je dirais, une entrée unique sur notre patrimoine informationnel. On peut passer à... Donc je vais prendre la main à présent pour vous présenter un petit peu plus donc le choix de ces outils donc, que Yann vous a présenté juste avant, vous a expliqué. Je vais faire le partage. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. Oui, on voit Alors, PGMI. voilà. Donc en fait, Yann vous a un petit peu parlé de ces outils du consortium ISOGEO DAWIS qui vont donc permettre de documenter un peu tout ce patrimoine informationnel. Et derrière, en fait, ça va aussi participer un petit peu au cycle de vie d'une donnée, c'est-à-dire que de la création d'une donnée, au traitement, à l'analyse, au stockage et à l'accès, et à sa réutilisation. Donc là, si on va regarder un petit peu dans le détail un exemple. En fait, on a plusieurs bases de données, dont la géobase, qui est notre base de données géographique, en fait, qui recense tout notre patrimoine informationnel de données géographiques. Donc en fait, derrière ISOGEO, l'outil ISOGEO va permettre de venir scanner l'ensemble de cette géobase pour pouvoir la documenter. Là, si on regarde, on a des exemples de données avec du coup des champs qui ne sont pas très évocateurs, et donc tout l'intérêt de ces outils du consortium ISOGEO DAWIS, ça va être de documenter et de pouvoir utiliser plus facilement les informations, les données. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les outils.
Donc on a un premier outil donc côté ISOGEO qui est l'application ISOGEO donc qui va venir, comme je vous disais, recenser en fait au moyen d'un ETL, donc d'un script FME, la géobase que je vous présentais juste avant. Donc en fait, à partir du moment où on est ici, on a la possibilité de rechercher la donnée, une source de données qui a été scannée par l'outil. Donc là, on était par exemple dans la base de données sur cet exemple. Si je clique ici, je vais avoir la fiche de métadonnées associée à la source de la donnée. Donc, je vais pouvoir documenter en fin de compte la donnée et donc la renseigner dans différentes rubriques, dont l'identification, l'histoire, la géographie, donc des renseignements essentiellement géographiques, hein, puisqu'on est sur l'outil ISOGEO qui est spécialisé dans ces types de données. Et donc, dès lors, une fois qu'on aura publié, en fait, dès lors qu'on aura renseigné ces métadonnées, on va pouvoir, tout l'intérêt, ça va être de les publier sur le portail de données, donc le catalogue, notre catalogue. Et donc, pour ce faire, en fait, on va avoir le second outil du consortium, qui est DAWIS, qui va nous permettre de publier, nous, sur notre portail de données, qui sera ouvert en interne. Donc, je vais vous le présenter. Donc, en fait, dans la logique, une fois qu'on a catalogué la source de la donnée côté ISOGEO, on va publier, on va venir renseigner donc, et publier côté DAWIS. Donc, on va en fait rechercher par mots-clés, de la même manière que sur ISOGEO. Donc ici, on a donc la source de la donnée qui n'est non publiée. Donc, on renseigne de la même manière les informations de description, les attributs. Alors sur DAWIS, on a des suggestions, donc des analyses de titres automatiques dès lors qu'on renseigne au fur et à mesure. Donc ça va être un outil d'aide à la saisie. Et donc une fois qu'on a rempli toutes ces informations, en fait, nous, on va se servir de cet outil-là pour publier sur le portail. Donc dès lors qu'on publie ici, qu'on clique ici, en fait, on va avoir la possibilité de retrouver l'ensemble des informations saisies côté ISOGEO et DAWIS sur ce catalogue de données. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'exemple sur lequel on était, donc qui était les Eurovélo, Véloroute, Vélodyssée, donc qui était publié à l'instant sur le catalogue de données. Je vais me connecter. Et donc ici, en fait, on va venir, donc, au moyen de filtre, évidemment, rechercher la fiche de source de données qui a été renseignée. Donc, on clique sur Géobase, puisqu'en fait, c'est une donnée géographique qu'on a renseignée. Et on vient mettre, par exemple, donc, le mot-clé Eurovélo pour accéder à la fiche qui a été publiée. Et donc là, on va retrouver... donc voilà, la fiche qui a été publiée à l'instant. Donc on est le 8 avril 2021. Donc là, c'est vraiment les informations propres aux spécificités donc de la donnée géographique. Donc en fait, on va retrouver une description avec un petit encart pour l'emprise de la donnée géographique. Les informations un peu plus techniques, donc la résolution s'il y en a une, le système de coordonnées, tout un tas d'informations qui vont permettre une meilleure compréhension en fin de compte de la donnée et un peu de suivre son évolution, ses mises à jour aussi, donc l'historique de la donnée, de pouvoir exporter donc ces informations pour l'utilisateur à son gré, quoi. En fait, tous les champs qui ont été renseignés ici se retrouvent ici. Et une fois en fait qu'on a publié dans ce catalogue de données, en fait, tout l'intérêt, ça va être aussi, donc comme je vous disais, comme en fait ces outils vont quelque part pour nous participer un peu au cycle de vie de la donnée.
eh ben, ça va être de réutiliser ces métadonnées pour publier en fin de compte dans un web SIG, donc qui est l'ISMAP pour nous qu'on avait mis en place, donc qui va en fait permettre la réutilisation des données en interne et leur valorisation. Donc en fait, je vais vous présenter le dernier petit outil d'ISOGEO qui est le plugin ISOGEO. Donc en fait, qui va permettre de faire le lien entre les métadonnées et les données, donc pour pouvoir publier et réutiliser les données. Donc en fait, par exemple, si je reste sur cet exemple d'Eurovélo, je vais pouvoir récupérer les données depuis mon QGIS, donc qui est un QGIS, une version assez récente, donc dans laquelle on va se servir du plugin pour récupérer les métadonnées saisies dans le catalogue et derrière pouvoir publier sur l'ISMAP. Donc je vais vous présenter un peu un exemple qui avait été publié récemment. Et donc qui va pouvoir permettre aux utilisateurs, in fine, de visualiser, de consulter l'information et, si besoin, de pouvoir mettre à jour l'information. Et donc, c'est un peu pour boucler la boucle. Une fois que l'information est, une fois que l'information est saisie et réutilisée, donc on peut revenir scanner au moyen de l'outil ISOGEO, donc la géobase. Donc là, vous avez donc l'Eurovélo, l'exemple de l'Eurovélo avec les différents tronçons. Et donc en fait, on a les champs qui ont été renseignés, donc les données qui sont un peu plus parlantes, donc les informations et la possibilité de venir consulter ou éditer derrière. Donc voilà pour la partie données géographiques, donc comment en fin de compte on renseigne donc une donnée géographique. Maintenant, on va voir un petit peu comment renseigner une donnée métier, parce que en fin de compte, c'était aussi un des objectifs au département, c'était donc de recenser tout le patrimoine informationnel, qu'il soit géographique ou non. Donc pour ce faire, on a donc le deuxième outil d'Awiz qui est donc un outil My Data Catalog qui va permettre en fin de compte de cataloguer toutes sortes de données, qu'elles soient géographiques ou non, donc des données métiers. On va appeler ça des données métiers, comme disait Yann aussi, des indicateurs. Donc, et donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est deux API un petit peu distincts entre ISOGEO et DAWIZ, et derrière, elles vont communiquer entre elles pour pouvoir nous faire remonter toutes ces informations donc dans le portail de données. Donc, on va voir un petit peu, je ne sais pas si vous voyez à l'écran là, euh, comment renseigner une donnée métier. Oui, on voit très Donc bien. en fait, on a un panel d'applications pour le moment. Tout n'est pas encore mis en place. Il y aura beaucoup plus d'applications qui vont venir être sondées par cet outil-là. Et donc, pour pouvoir cataloguer l'ensemble de nos applications qui sont utilisées au département, donc dans diverses thématiques, que ce soit l'autonomie, les ressources humaines ou bien d'autres. Donc en fait, c'est un outil qui va venir mettre en place des sondes sur les applications. Donc vous avez à l'écran là euh, un ensemble de sondes. Et grâce à ces sondes, en fait, on va pouvoir entrer dans les applications pour pouvoir cataloguer des informations de la même manière qui ne sont pas qu'on souhaite publier sur le portail de données, donc qui ne sont pas pour l'heure publiées. Donc on va prendre un exemple avec le profil de recrutement du candidat, donc qui est dans une application Céditerage, qui est spécialisée pour les ressources humaines. Donc en fait, on a là une partie qui est un peu plus rapide, puisqu'en fait, on va avoir juste à renseigner dans l'application My Data Catalog les attributs, la description, les étiquettes éventuelles, et de publier directement après
dès lors qu'on a rentré l'ensemble des informations nécessaires, réaliser la publication. Et une fois qu'on a réalisé la publication, on peut la voir de la même manière sur le portail de données, donc la retrouver donc au moyen de filtres, donc en utilisant l'application CDITRH et en consultant donc l'information. Alors on avait fait le souhait d'avoir les politiques mission-action et donc et les concepts aussi de RGPD qui remontent associés donc à ces sources de données. En fait, l'outil va être assez puissant et va permettre l'identification de données, par exemple personnelles ou de politiques mission-action associées à cette source de données. Donc c'est des référentiels qui sont notamment des politiques mission-action qui sont déjà rentrées dans l'outil, quoi, et qui permettent une analyse automatique. Donc là, on retrouve en fait un ensemble d'informations utiles pour, pour les utilisateurs, que ce soit des référents métiers ou des assistants à maîtrise d'ouvrage. En fait, l'intérêt de cet outil, ça va être comme je vous disais précédemment, d'enrichir la saisie pour avoir un outil qui soit performant au niveau du catalogage de données. Donc voilà pour comment renseigner une donnée métier. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail maintenant le portail de données que je vous parlais juste à présent. Donc en fait, c'est le catalogue de données que Yann vous évoquait juste avant. En fait, c'est notre point d'entrée unique à terme. Donc pour l'heure, il sera ouvert donc en interne au CD64, mais on a souhait de l'ouvrir plus largement ensuite. Ça va être un outil notamment qui va servir pour venir chercher de l'information. En fait, on a un onglet découverte avec des accès thématiques aux données notamment. Vous voyez ici différentes applications et partenaires. Et aussi donc une partie catalogue que je vous ai succinctement présenté juste avant, donc avec différents filtres qui vont permettre d'accéder plus rapidement à l'information, donc avec l'ensemble des applications qui sont regroupées ici. Alors on a différents logos puisqu'en fait on va retrouver des sources de données ou des différents types de données, des données de service, donc des données métiers ou des données géographiques, mais aussi des indicateurs qui sont consultables de la même manière. Donc on retrouve, comme vous le voyez à l'écran, donc par exemple des référentiels du Sandre. C'est des flux de services géographiques qui vont derrière nous permettre d'avoir des informations là-dessus. Donc il y a aussi d'autres types de données. On a aussi notamment des données métiers, comme je vous ai présenté. Pour l'heure, avec les données géographiques, c'est la composante la plus importante dans ce catalogue. Et donc, ça se présente de la même manière que pour les données, que ce soit dans diverses applications, quoi. Donc, on retrouve toujours un onglet général et un onglet des champs, quoi. Je vais avancer un petit peu plus rapide, peut-être. On a vu la donnée géographique. On va regarder qu'est-ce que c'est qu'un indicateur un peu plus en détail. Donc, en fait, c'est des indicateurs qui vont servir notamment au service système décisionnel, donc pour retrouver pour retrouver des modes de calcul des indicateurs et derrière, en fait, qui vont servir pour l'analyse. Donc derrière, il y a aussi d'autres onglets, notamment l'usage, donc qui peut en découler de ces données, comme je vous ai présenté, donc avec par exemple les applications de référentiel sur l'ISMAP,
mais aussi des actualités. Donc, vous retrouvez par rapport aux actualités du département ou aux événements liés à la donnée, mais aussi donc un onglet DataVis qui va reprendre en fait un peu la cartographie de toutes les sources de données. Donc ici, on a des répartitions de sources par concept qui donnent un peu une supervision de ce qui a été catalogué pour l'heure, quoi. Donc on a différents modes de représentation et donc après on a des nuages aussi par concept. Donc, et on peut rentrer aussi par cette porte sur ces thématiques, donc vie sociale, on peut rentrer sur cette donnée-là, quoi. Si l'on clique, potentiellement on a une porte d'accès aux données associées à la vie sociale. Donc voilà, voilà pour le catalogue de données. En perspective, ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a une poursuite de l'administration du catalogue qui va se faire avec les assistants à maîtrise d'ouvrage, notamment, et les utilisateurs métiers pour un petit peu du coup mieux comprendre les informations et mieux les valoriser. Et, et aussi, notre perspective, surtout la communication du catalogue en interne, puisqu'il y a l'ouverture du catalogue qui doit se faire au premier semestre 2021. Et dans les prochaines perspectives aussi, on a testé donc les possibilités du plugin ISOGEO que je vous ai présenté, avec, qui a été livré assez récemment par ISOGEO, et donc qui va permettre de faire le lien vers un web SIG comme l'ISMAP. Et enfin, en dernière perspective, on aura de faire vivre le portail, donc puisqu'en fait, c'est pas un outil qui va être ouvert et communiqué à l'instant T, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps, quoi. Voilà. En retour d'expérience, ce qu'on peut dire, c'est que il faut, dans ce type de projet de catalogage de données, il faut définir avant tout une méthode avec plusieurs niveaux, donc un niveau 1 d'édition par lot, donc avec des dénominateurs communs, pardon. Donc avec des titres, notamment des thématiques et des points de contact, et des niveaux de complétion un peu plus avancés après avec un résumé, des méthodes renseignées et des dates renseignées, et un enrichissement en niveau 3, donc avec des liens aux ressources associées. Sinon, ce qu'on peut dire aussi en retour d'expérience, c'est qu'il y a une complexité dans notre projet, dans la gouvernance du consortium, puisqu'en fait, c'est le consortium entre deux sociétés qui ont deux API distinctes, donc ISOGEO et DAWIS. C'est ce qu'on peut dire, hein, c'est ce qu'il en ressort dans ce projet. Et sinon, on a aussi, donc, en retour d'expérience, ce qui pourrait être important, c'est de faire adhérer les directions métiers pour donc, leur montrer l'intérêt de cataloguer leurs données, quoi. Voilà. Peut-être que je vais te laisser reprendre la main, Yann, pour Pas de souci. Donc, la vous l'avez suite. bien compris, effectivement, on essaie d'avoir un catalogue qui est en ligne avec deux API distinctes. Donc, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver les bons rouages pour que ça puisse bien se parler et puis qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent et homogène en matière de retour de patrimoine, enfin de descriptif sur le patrimoine informationnel, puisque la difficulté, c'est de pouvoir avoir une information aussi bien sur des métadonnées de jeux de données géographiques, de données bureautiques, de données métiers qui sont issus des applications et des indicateurs. Donc forcément, effectivement, il faut qu'on arrive à bien se parler par rapport à ça. Et la deuxième chose qui est importante en retour d'expérience, effectivement, c'est la première chose, hein, c'est la sensibilisation des acteurs, hein. C'est faire adhérer à la démarche et la clé, c'est le métier. Donc derrière, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer régulièrement les collègues pour préciser les objectifs du catalogue et les services potentiels qui pourraient soutenir la gestion et la valorisation de la donnée en interne et présenter les échanges sur la plateforme et les fonctionnalités. Donc, ça veut dire que derrière, effectivement, il faudra qu'on soit très, très en lien avec les directions métiers.
Voilà ce qu'on peut en dire jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions. Ouais, merci beaucoup à vous deux. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions parmi les participants, à les poser sur le chat ou sur l'onglet questions-réponses. On va les relayer. De notre côté, on en a déjà deux. Donc, la première, c'est le catalogue du CD64 est-il ouvert au public? Alors, comme on le disait au départ, effectivement, non. Dans un premier temps, je dirais, le DGS, le directeur général des services et le cabinet du département n'a pas souhaité que ça soit ouvert au grand public ni aux partenaires. Donc, le catalogue, il sera dans un premier temps ouvert uniquement aux membres du département, c'est-à-dire aux élus, aux services et aux agents. Donc, mais je compte bien qu'effectivement, ce genre de catalogue soit ouvert à tous. Il n'y a pas de raison. Déjà que, bon, il est vrai que nos collectivités ont un peu de mal déjà à rendre un petit peu, à ouvrir ses propres données déjà en interne, c'est déjà compliqué. Puisque ce que je disais en préambule, c'est que l'idée, c'est aussi de démocratiser un peu les usages des données, donc de pouvoir créer les silos. Donc déjà, on a un gros travail en interne. Et ceci dit, en parallèle, on travaille sur d'autres aspects, puisque on travaille sur l'open data également. Et on sait bien que, enfin, je ne sais pas si dans d'autres collectivités c'est la même chose, mais chez nous, on a eu quand même pas mal de difficultés à argumenter pour dire qu'il n'y avait pas de crainte à ouvrir des données publiques, quoi. Donc déjà, en premier lieu, c'est une obligation réglementaire. Donc euh, il faut qu'on ouvre les données publiques. Et mais il a fallu quand même faire un gros travail en amont et un travail de fond. D'accord, Voilà. merci, Yann. Justement, on nous pose également la question, est-il prévu de le connecter à l'open data? Oui, c'est déjà le cas, hein, puisque on avait fait des tests avec Stéphane Le Lyonnais là, au niveau de la société d'Avis. Donc, de pouvoir faire des liens directs avec l'open data, oui, tout à fait. Oui. Merci. Deuxième question, troisième question, pardon. Le catalogue est mis à disposition. A-t-il vocation à donner de l'information sur les données recensées ou permet-il aussi aux utilisateurs d'accéder à la donnée en autonomie? En autonomie, je ne comprends pas trop la question d'autonomie, mais Bah, je suppose que la question, c'est, ils ont accès à la métadonnée, mais est-ce que derrière, ils arrivent en autonomie à accéder à la donnée en elle-même? non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir le patrimoine informationnel. Après, s'il s'agit effectivement de pouvoir récupérer la donnée, alors là, pour le coup, il y a d'autres applications métiers qui sont là pour le faire. Donc, il s'agit effectivement de se rapprocher des personnes qui sont habilitées à extraire de la donnée et à les fournir. Donc là, pour le coup, le catalogue est là pour dire, voilà, il y a tel jeu de données, on sait où la trouver dans telle application et on sait qui est le référent et qui est l'assistant à maîtrise d'œuvre et celui qui est, je dirais, un peu l'expert pour extraire les données. Donc, se rapprocher de lui pour pouvoir avoir les éléments. On sait très bien qu'effectivement, on ne peut pas ouvrir tous les jeux de données comme ça. Hmm. Le département est quand même, je dirais, à gérer des données personnelles et des données sensibles. Donc, on ne peut pas se permettre d'ouvrir et de donner accès à toutes les données existantes. D'accord, merci Yann. Donc il y a beaucoup de questions, je vais continuer. Comment comptez-vous communiquer l'outil au sein de votre collectivité? Prévoyez-vous une formation pour les agents plus ou moins expérimentés? Alors oui, effectivement, pour cet aspect de communication, moi je vais passer déjà par la direction de la communication chez nous. On va travailler avec Romain sur un plan de communication, hein, et ensuite on va s'atteler à, je dirais, à faire de la promotion, hein, faire les véhicules du catalogue auprès des différentes directions. Donc ça a été déjà commencé, hein, puisque personnellement, en ayant la casquette de délégué de protection de la donnée et de valorisation de la donnée, et en travail avec le système d'information décisionnelle, j'ai été amené à aller dans tous les comités de direction du département, de la collectivité, pour présenter ça. Et donc, j'en profite également pour présenter le catalogue.
Ceci dit, la piqûre de rappel est quand même importante. Donc, on va refaire une deuxième étape avec Romain et faire le tour des popotes pour présenter ça. Donc, déjà, dans un premier temps, on fera une communication sur l'intranet du département et on fera peut-être une newsletter aussi régulière. Et ensuite, on fera ce que j'appelle des petits pique-niques. C'est-à-dire que lorsqu'on aura la possibilité tous de revenir dans notre collectivité de présenter à l'accueil de chaque antenne ou à l'hôtel du département la possibilité entre midi et deux, par exemple, de présenter et de profiter, comme je le disais tout à l'heure, des comités de direction pour présenter ça. Et donc, comme j'ai l'avantage également d'être rattaché au directeur général de service, je peux me permettre de faire un reporting. Merci Yann. Donc, on va passer à une autre question. Est-ce que les services métiers ont la main sur l'outil ISOGEO pour mettre à jour les métadonnées? Et y a-t-il une validation de la mission valorisation? Alors, pour le moment, ce n'est pas le cas. On est là, nous, effectivement, comme je le disais en introduction, dans le cadre de la réorganisation, en fait, il y avait des géomaticiens qui étaient disséminés un peu dans toutes les directions métiers et ils ont été regroupés dans l'équipe mission valorisation de la donnée. Donc, on est là, en fait, nous, plus pour structurer les bases de données géographiques, proposer des outils web SIG comme l'ISMAP, qui permet de consulter, mais aussi d'éditer de la donnée métier. Mais on travaille ensemble avec les directions pour construire le catalogue et c'est, j'irai avec eux quand on édite en fait les métadonnées. Et à l'avenir peut-être, mais pour le moment, c'est pas le cas. Merci. On a justement deux personnes qui nous demandent des précisions sur l'ISMAP. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations à ce sujet, s'il te plaît? C'est Alors, sur le pont entre le plugin ISOGEO et l'ISMAP. ah, alors l'ISMAP, effectivement, c'est une application web qui s'appuie sur l'architecture de QGIS Server et de QGIS. Derrière, effectivement, le plugin qui permet en fait d'aller chercher une adresse URL qui concerne le jeu de données qui est dans le portail du catalogue. Et donc, c'est comme ça qu'on peut effectivement éditer directement le jeu de données dans, dans l'ISMAP, via QGIS d'abord. Parce qu'il faut préparer tout le document QGIS au départ et le faire partir effectivement dans le plugin de 3Lise pour pouvoir en fait après faire une application LISMAP. Et donc là, il y a une petite rubrique qui permet d'aller chercher la métadonnée qui se trouve dans le portail du catalogue 64. Oui, j'ajouterais aussi que quand on ajoute en fait une donnée à la carte à partir du plugin ISOGEO, ça complète les métadonnées de l'onglet QGIS Server des propriétés de la couche. Et c'est ces métadonnées-là qui sont récupérées côté LISMAP pour publier la carte. Donc normalement, il est possible de récupérer par exemple le titre ou je crois que le résumé aussi, je sais plus, ouais, Ouais, peut-être les mots-clés, bref. Il y a une certaine connexion directe entre la carte finale et les métadonnées qui ont été ajoutées depuis le plugin QGIS. En tout cas, c'est ce pont-là qu'on essaye de mettre en place et qu'on commence à tester là au C264. Voilà. Alors, en quoi ces outils permettent-ils de se conformer aux obligations réglementaires? alors, Hmm. comme Vaste ça, question. en rien, pas du côté du portail du catalogue toujours, mais plutôt du back-office de Data Catalog de la société d'Alise, qui me permet, moi, de mon côté, en fait, de tenir le registre des traitements. Puisque, en fait, cette partie-là permet effectivement de suivre les traitements qui sont associés. Donc, il est conforme effectivement à la CNIL, qui reprend tous les éléments d'un registre de traitement, des fiches de traitement.
Et donc, c'est avec ça que je peux effectivement suivre le registre des traitements sur lequel on s'appuie pour la clinique a besoin de pouvoir le présenter. Je ne sais pas si Stéphane peut dire quelque chose. Ouais. Et en plus, effectivement, il y a une classification automatique au regard d'un glossaire, donc on appelle Thésaurus RGPD, qui est directement intégré au catalogue. Donc ça permet en fait de faire l'inventaire des données à caractère personnel du SI. Et donc, Oui, parce effectivement, que, effectivement, dès lors qu'on fait une sonde, qu'on met une sonde et qu'on scanne une application, bon, il y a Romain qui l'a évoqué assez rapidement, mais l'idée derrière, c'est d'avoir une préqualification automatique des noms des champs de l'application en question. Et c'est rattaché à un thésaurus, effectivement, que Davies a mis en place sur l'aspect RGPD et qui nous permet d'avoir l'aspect critique un petit peu des types de données sur le plan protection de la donnée à caractère personnel, donc qui sont sensibles. Je peux donner un exemple, je ne sais pas moi, sur l'application ASA, qui est une application qui gère tout ce qui est données concernant les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans le cadre de l'aide personnalisée aux personnes âgées, on leur demande le code et le numéro de sécurité sociale. Et donc là, il y a un moment donné, on trouve des noms de champs, donc ça peut être le NIR, et forcément derrière, donc dès lors qu'on sonde cette application-là, NIR pour l'application d'Aviz considère que c'est le code de sécurité sociale, donc forcément c'est une donnée sensible. Donc derrière, c'est rattaché au thésaurus RGPD qui est intégré dans My Data Catalog. Et ça nous permet après de voir sur une cartographie RGPD tous les champs qui sont utilisés dans toutes les applications et de savoir quels sont les champs qui sont critiques et qui sont peut-être susceptibles aussi à être étudiés dans le cadre d'une analyse d'impact d'une AIPD sur la protection des données. Donc. Ok. Désolé, on a enlevé le partage parce qu'en fait, on n'arrivait pas à voir toutes les questions. Il y a tellement de questions, on n'a pas l'habitude. Enfin, si, on a l'habitude, il y a toujours plein de questions, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, on va passer à la suivante. Alors, quelles difficultés, quels verrous avez-vous rencontrés pour faire adhérer les directions et quelles directions sont les plus réticentes? Alors, les directions, dans l'ensemble, elles ne sont pas réticentes parce que dans la mesure où, pour le moment, c'est nous qui mettons à jour les métadonnées, ça les arrange bien. Dès lors qu'effectivement, il faudra qu'ils mettent la main à la pâte, là, ça commencera peut-être à être un peu plus compliqué. En attendant, nous, on a fait par phase, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas vu les utilisateurs métiers parce qu'on fait ça par étapes. Il a fallu déjà au premier abord, quand il s'agissait de sonder et de scanner des applications, il fallait savoir déjà de distinguer quelles étaient les tables métiers, les tables intermédiaires, les tables techniques, parce qu'on n'allait pas, je dirais, remplir et alimenter tous les champs qui existent d'une application. Donc, on s'est attelé uniquement aux données, aux tables métiers. À partir de là, on s'est rapproché des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont rattachés à la DSI et qui gèrent effectivement ces éléments-là. Donc, on fait ça par étapes. On continue à le faire parce que eux, ils ne font pas que ça. Donc, on essaie de classifier les tables et de cataloguer l'essentiel pour le moment. Ensuite, il y a le renseignement des vocabulaires applicatifs. Donc, on qualifie à grande échelle les principaux tokens de l'application en compagnie d'ailleurs des assistants à maîtrise d'ouvrage. Et après, on valide les tables des données. Et une fois que c'est validé, on les publie et on les montre sur le portail. Donc, toute la partie, je dirais, avec les utilisateurs n'a pas été faite. Donc, on est en train de travailler avec chaque assistant à maîtrise d'ouvrage qui gère toute la palette des applications du département. Et on n'a pas fini, hein, parce qu'on n'en est que pour le moment sur une dizaine d'applications, et bon, les plus grosses, hein, mais il y a encore beaucoup de travail sur cet aspect-là. Et justement, on a une autre question qui rejoint un peu ce que tu dis. Quelle est votre démarche pour convaincre les métiers de remplir le catalogue?
Est-ce que vous prenez votre bâton de pèlerin ou est-ce que vous organisez des ateliers collectifs, hein, pour reprendre les mots de la question? En tout cas, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors pour le moment, ça a été des démarches, comme je le disais, hein, de la communication auprès des comités de direction. Alors c'est sûr, hein, dit comité de direction, hein, ce sont les directeurs, donc ce ne sont pas eux qui vont mettre les mains dans le cambouis, ça c'est clair. C'est ça. Là, pour le moment, c'est un peu le bâton de pèlerin. Et on s'appuie pour le moment sur les assistants à maîtrise ouvrage, hein, et qui, eux, vraiment nous aident particulièrement pour avancer dans la classification et le renseignement du vocabulaire applicatif. Donc, alors, pour argumenter, effectivement, j'ai souvenir d'avoir quelqu'un qui, effectivement, ne comprenait pas pourquoi on alimentait un catalogue sur des applicatifs. Moi, je lui ai dit, écoutez, déjà, on n'est pas indispensable dans la maison, donc il y a des turnovers et souvent il y a des gens qui partent sur d'autres collectivités, sur d'autres projets. Et les gens ont en tête effectivement les applicatifs, donc d'avoir connaissance eux-mêmes des noms des champs, voire peut-être du dictionnaire de données, et peut-être même du modèle conceptuel, et encore je ne suis même pas sûr. Mais derrière, ils ont créé des univers, hein, puisqu'on les utilise aussi sur des outils comme BI, VO, etc. Ils ont tout ça en tête. Mais seulement le problème, c'est que une fois que ces gens partent, eh ben, on n'a plus, on n'a plus d'infos. Donc derrière, ben, c'est quand même important de conserver une histoire et puis d'avoir l'archive complète au moins du dictionnaire de données pour savoir un petit peu de quelle manière utiliser les champs et comment faire les requêtes qu'il y a derrière. Et c'est un exemple tout récent, hein. J'ai une personne qui est partie à la retraite, qui était spécialisée effectivement en tant qu'assistant informatique au niveau d'une application métier qui a été construite pour le coup en interne. Donc elle avait suivi tout le dictionnaire de données, donc ça a été relativement facile pour le rajouter dans l'application, enfin dans le catalogue. Et heureusement parce qu'en fait il y a eu un nouveau développeur informatique qui a pris le relais et elle a été très bien contente de retrouver le dictionnaire de données. Donc ça, c'est un argument, hein, mais bon, il y en aurait d'autres, mais il faut les travailler, c'est sûr. Ouais. Très bien, merci. Alors, est-ce que le catalogue concerne les données exclusivement? Est-ce que les documents numériques, pardon, notamment ceux de la bureautique, sont pris en compte? Alors, ils vont être pris en compte, on n'a pas fait encore, mais c'est vrai que c'est un travail qu'il faudrait qu'on fasse avec Davies pour aller scanner tous les fichiers de bureautique. Ça m'intéresserait sur plusieurs volets. Déjà parce que dans le département, et je pense que dans la plupart des collectivités, hein, les services utilisent beaucoup les fichiers Excel, les fichiers Word et beaucoup Excel. Et les fichiers Excel sont souvent stockés sur les disques durs et pas forcément sur les serveurs. Donc l'idée, c'était peut-être aussi de scanner tous les fichiers bureautiques qui se trouvent sur tous les disques durs du département. Déjà sur le point de vue, sur le plan RGPD, ce serait intéressant parce que je pense qu'il y a quand même là, pour le coup, un volume assez important de données personnelles qui doivent exister. Alors, je ne dis pas personnelles privées, hein, mais des données à caractère personnel qui concernent les usagers et qui sont stockées sur le disque dur de chaque agent. Alors là, pour le coup, ce serait intéressant, mais je pense que là, j'ai une note à faire auprès du DGS et que ce soit bien validé avant de pouvoir faire ce genre de travail, parce que je pense que les syndicats vont me tomber dessus. Donc, il faut qu'on arrive à bien travailler ça. Mais de toute manière, il est question qu'effectivement, on scanne tous les fichiers de bureautique, et au moins ceux qui sont importants et qui sont utilisés sur les serveurs, et qui soient rajoutés effectivement dans le catalogue. Oui. Merci. Comment coordonnez-vous cette plateforme Data Catalog avec votre plateforme Open Data? Pour le moment, elles sont un peu séparées. Mais l'idée, c'est que, en ce qui me concerne, quand on aura bien communiqué la phase de communication en interne sur l'institution, c'est de l'avoir sur l'intranet et que ce soit le portail d'entrée qui permettra, avec les différents menus qui existent sur le portail,
et pouvoir accéder à l'open data. Après, effectivement, sur l'open data, moi, il est question que je puisse, dès lors que j'ai un jeu de données, aller taper sur le lien directement sur la métadonnée. Et ça, il faudra qu'on fasse un travail, là, comme je le disais tout à l'heure, un travail sur l'ouverture du catalogue à l'extérieur. Et je complète, en fait, hein, vous avez aussi un crawler open data de la Oui, oui, plateforme, tout à qui fait. permet aussi de Oui, c'est vrai. cataloguer votre catalogue open data et de le mettre au même niveau, en fait, tout simplement. Alors, on a une question un peu longue là. C'est si les données sont accessibles en interne pour des agents utilisateurs de solutions UCG comme QGIS, n'y a-t-il pas un risque en matière de gestion des droits, d'accès, d'écriture? Il y a plusieurs questions en une en fait. De duplication de données et donc de multiplication des mêmes données thématiques, voire de confusion face à plusieurs jeux de données traitant de la même thématique. Je peux un peu répondre à cette question aussi, mais si tu veux te lancer, Yann. Alors déjà, sur QGIS, nous, notre idée, c'est qu'on s'aperçoit, alors peut-être dans d'autres collectivités, c'est pas le cas, mais chez nous, on a essayé hein, de pouvoir déployer des outils QGIS. On a eu GVSige, on a eu ArcGIS, enfin bon, plusieurs types d'outils libres. Ceci dit, les gens, dans leur quotidien, donc on leur fait une petite formation QGIS et derrière, ben, il n'y a pas de suite forcément. Donc ils reviennent vers nous pour produire des cartes assez rapidement, parce ils travaillent toujours aussi un peu dans l'urgence. Et derrière, ben, ça exige qu'ils soient assez présents et réguliers sur les usages des outils QGIS. Donc notre idée, nous, derrière, c'est de pouvoir proposer plutôt des applications web SIG, donc style Visma par exemple, qui permet aussi bien de travailler avec eux pour construire un applicatif et leur permettre à eux de pouvoir gérer leurs données métiers, donc de pouvoir saisir les données dans cet applicatif-là et de pouvoir même proposer des impressions de cartes et autres s'ils en ont besoin. Et donc, on n'aura pas vocation, effectivement, avec QGIS, de pouvoir dupliquer les jeux de données derrière et puis forcément, après, des complications avec les métadonnées. Si tu peux compléter. Oui, en fait, je pense qu'il y a la question aussi du risque en matière de gestion des droits, d'accès d'écriture, de duplication de données. Je pense que ça, en fait, c'est lié plutôt à votre organisation en base de données et à la façon dont vous permettez à vos utilisateurs de se connecter à la base de données. Enfin, selon l'utilisateur, selon sa connaissance des données, il n'a pas les mêmes accès en écriture ou en lecture sur les données, on est d'accord là-dessus? Ouais, complet. Voilà. Ouais. Et pour la duplication et la multiplication de ces mêmes données, bah, j'ai envie de dire, c'est aussi tout l'intérêt d'un catalogue, c'est de se rendre compte de ces choses-là et du coup de nettoyer un peu la base de données pour éviter d'avoir ces duplications. Et surtout que le catalogue soit un peu la porte d'entrée. Nous, c'est en tout cas le discours ISOGEO de ce côté-là, c'est que le catalogue soit la porte d'entrée vers le patrimoine de données. Et du coup, pour éviter justement d'avoir ces duplications et ces multiplications. Il y a une fiche de métadonnées qui concerne une donnée particulière. On lit ces métadonnées et on l'ajoute à sa carte dans QGIS parce qu'on a les droits d'accès au niveau de la connexion PostGIS. Mais il n'y a pas de duplication du fait que justement on ait fait ce travail de catalogage. Le but, c'est que tout le monde utilise la même donnée. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Yann, là-dessus, mais c'est le. euh, C'est vrai que je l'avais évoqué avec. Alors, j'ai un collègue là qui se posait la question pourquoi le plugin ISOGEO, effectivement, permettrait pas de se connecter directement sur un jeu de données qui n'est pas catalogué et un jeu de données catalogué. Et cette question-là, mais. Il y a aussi cette question, oui, c'est vrai, à laquelle on doit discuter d'ailleurs. Ouais, parce que l'URL est. Bon, on se connecte sur la même base de données à la limite, mais Ouais. autrement, je partage effectivement ton point de vue. Alors, il y avait encore des questions. Alors, le problème, c'est qu'il y en a dans le chat et aussi dans les questions-réponses. Oui, il y a une question intéressante. Avez-vous réalisé un modèle conceptuel? Avez-vous structuré vos données par direction ou par thématique? Comment vous avez rangé tout ça, en gros? Modèle conceptuel par rapport à quoi?
je suppose un modèle de rangement des données, je sais pas. Enfin, la deuxième question est un peu plus claire, je pense. Avez-vous structuré vos données par direction ou par thématique? Un peu plus concret. Oui. Romain l'a évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il y a un référentiel qui s'appelle un référentiel politique, mission et action, qui Hmm. parle à tout le monde, puisque ce référentiel-là a été validé par l'exécutif, hein, et qui reprend effectivement toutes les thématiques qui sont gérées par le département. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Mais après, on pourrait effectivement rajouter des directions et autres, mais le problème de ça, c'est que comment dire, c'est flexible. On change de nom, de direction tous les 4-5 ans. Donc, à un moment donné, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très profitable. Donc, il vaut mieux rester sur des choses qui durent dans le temps, quoi, qui sont pérennes. Le fait plutôt d'avoir un référentiel comme les PMA, politique d'action, me semble à mon avis beaucoup plus pérenne dans le temps et ils sont utilisés aussi dans le cadre de l'open data également. Donc ils sont cohérents. Ok, Ça répond encore à la question. oui, je pense. Il me semble qu'on a plus de questions. J'essaye de me balader entre les deux outils. Oui, il y a peut-être une dernière question par rapport à la directive Inspire. Il y avait une question tout à l'heure sur les obligations réglementaires. Et du coup, par rapport à la directive Inspire, comment vous faites? Voilà pour le moment. On fait rien du tout puisque notre catalogue il est en interne. Donc, C'est ça. mais Euh, après, j'ai envie de dire, on passe aussi par l'open data hein, qui a son data catalogue. Hein, donc, et la nomenclature Inspire derrière. Donc, 4 hein, qui permet de le En tout cas, si je peux compléter, l'outil ISOGEO permet aussi de se conformer à la norme Inspire, notamment via le CSW, qui est la norme de partage de catalogue de données géographiques. Donc, si demain, le CD64 décide de publier une partie de son catalogue concernant les données Inspire sur l'IDG régional ou sur le géocatalogue national, etc., c'est tout à fait possible en quelques clics. Alors, une dernière question. Le catalogage des données vous a-t-il permis d'identifier les référentiels à mettre en place? Référentiels des tiers, des agents, des lieux? Oui, notamment plutôt des tiers, effectivement. Et j'ai envie de dire que on est en train de s'y atteler actuellement, puisque c'est un sujet qui est cher à notre DGS, puisqu'on avait évoqué justement via le catalogue, d'un véritable annuaire de tous les tiers, tous les partenaires. Donc, on va y travailler, entre autres. Et puis des référentiels aussi. Alors, c'est en cours, ça. Ça n'a pas été fait, mais on l'avait envisagé dans un premier temps avec le consortium sur un travail sur le référentiel des bâtiments départementaux, où on est en train d'acquérir future acquisition d'une application métier bâtiment. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler sur une typologie et donc d'un référentiel derrière qui puisse après aller scanner les différentes applications maison pour savoir où on peut trouver de la donnée métier et bâtiment dans telle ou telle application. Et c'est toujours en cours. Je pense que je me rapprocherai de Stéphane et de Léo pour Ok, merci beaucoup Yann. Donc, je pense qu'il est temps de clore ce webinaire puisqu'on n'a plus de questions. Donc, un grand merci à tous nos intervenants et à tous nos participants pour vos questions, votre disponibilité et votre attention. Ce webinaire sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Et j'en profite également pour vous donner rendez-vous le 6 mai pour le 3e épisode de cette série de webinaires. Donc, cette fois, ce sera sur le retour d'expérience des départements du Calvados et du Loiret. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire grâce au formulaire qui est sur notre page actualité ISOGEO dans l'article sur les webinaires de saison 8. Voilà, nous vous y attendons nombreux et encore une fois, un grand merci pour votre participation. Bonne journée.